Bonjour, merci de nous rejoindre sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Laure Noala. Bonjour Laure, Bonjour Cyrus. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On te voit pas mal dans les médias en ce moment, par exemple récemment chez Blast avec Paloma Moritz. On vous met le lien en commentaire. Tu vas nous présenter entre autres ton parcours aujourd'hui qui est assez exemplaire en termes d'engagement sur les sujets environnementaux en tant que journaliste depuis, il me semble, une vingtaine d'années. Une source d'inspiration pour d'autres qui voudraient s'engager sur ces sujets-là. Tu vas aussi nous présenter quelques-uns des grands enseignements de deux de tes livres que tu as publiés les dernières années. Comment rester écolo sans finir dépressif, publié en 2021, et plus récemment, Bifurquer par temps incertains. Sur la thématique, on va dire, du cheminement intérieur de pas mal de monde que tu as pu rencontrer à travers ton parcours qui se pose la question de la bifurcation, de la quête de sens. Voilà, tu es évidemment, au-delà de ça, experte aussi sur les sujets environnementaux comme l'énergie, la biodiversité, l'eau, etc. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu plus inhabituel sur Plan B, sur ces questions de cheminement intérieur. Avant d'entrer dans l'interview, juste sachez que vous pouvez retrouver tous nos contenus sur planb.info avec un S à plan. Vous pouvez aussi contribuer à ma petite campagne de crowdfunding sur Tipeee. Merci aux contributeurs dont certains sont assez généreux. Ça m'encourage à poursuivre, à professionnaliser ma démarche et à, on va dire, me rémunérer modestement pour cela. Voilà, sans plus tarder, Laure, je t'invite peut-être à présenter librement ton parcours et ton engagement environnemental de longue date. Ah, merci déjà Cyrus pour l'invitation. Alors moi, mon engagement environnemental, il démarre en tant que journaliste à Libération, où je suis rentrée en 2000 pour couvrir les sujets plutôt liés à des questions de réseau et d'Internet et d'usages sociétaux du net. Et puis en 2003, il y a cette magnifique canicule où plus de 14 000 Français passent de vie à trépas. Et ça faisait déjà quelques mois qu'au sein du journal, on voulait lancer la page Terre. Et c'est chose faite, à la rentrée 2003, on lance la page Terre, c'est-à-dire une page quotidienne dans un quotidien national consacré aux enjeux environnementaux. À l'époque, c'est nouveau, on va pas se mentir, à l'époque, les questions environnementales sont souvent associées à la douce rêverie des adorateurs d'oiseaux et de nature. En réalité, les enjeux systémiques qu'on connaît, qu'on traite, etc., sont déjà là, mais mal traités et en tout cas pas traités quotidiennement dans un journal d'envergure nationale. Donc voilà, ça démarre comme ça. Et là, j'avoue, j'ai été ferrée, comme si j'avais, je sais pas, j'émergeais d'une longue sieste et qu'il était absolument impossible de se rendormir. Donc je suis tombée. Alors tu disais que mon parcours était exemplaire. Moi, je dirais qu'il est plutôt représentatif de ce que l'environnement peut faire en termes de névrose obsessionnelle. Il n'y a rien de plus important à mes yeux. C'est la voûte à partir de laquelle peuvent se construire éventuellement nos sociétés dans l'avenir. Mais voilà, pour moi, c'est la voûte, c'est la clé de voûte de toute la compréhension de notre présence sur Terre et surtout de cette vulnérabilité potentielle. Donc voilà, je suis devenue névrosée, obsessionnelle des questions environnementales. Autant en faire un métier et être payé à poser des questions, à aller voir des personnes qui réfléchissent à tout ça et qui envisagent des voies, des pistes de solutions. Alors que dans le contexte général, on se demande des fois, c'est un peu brumeux, est-ce qu'il y a une sortie de tunnel, quoi. Hum, hum, hum. Oui, à ce propos, je fais aussi partie des figures nationales, mais aussi pionnières sur des questions comme les risques d'effondrement, entre autres à travers ta chaîne YouTube Bridget Kyoto, créée il y a une douzaine d'années, qui traite ces sujets-là plutôt de manière humoristique, mais aussi quelque part sérieuse en termes d'informations que tu essaies de transmettre derrière l'humour. En effet, alors ça fait déjà quelques années que quotidiennement je traite les sujets environnementaux. Alors c'est très large, hein. Moi, il m'apparaît assez rapidement. Je comprends pas pourquoi.
personne ne dit qu'on va dans le mur. Enfin, en 2008, 2009, 2010, je vois pas. Enfin, je sais pas. J'ai beau appeler de l'océanographe, du climato du GIEC, une personne qui travaille sur les pandémies, une personne qui parce à l'époque il y a le SRAS, etc. La grippe aviaire. Enfin, je ne comprends absolument pas pourquoi on ne dit pas qu'on est dans une butée, dans un mur. En 2006, on parle beaucoup du pic pétrolier, mais ça passe puisqu'il y a toujours du pétrole, etc. Enfin, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi les faisceaux ne convergent pas vers cette conclusion-là. Il y a un Mm. risque systémique d'effondrement. De guerre lasse, je crois que c'est par l'humour qu'avec mon co-auteur Éric Lablanche, mon co-auteur, surtout ami Éric Lablanche, on crée Bridget Kyoto, qui est, je veux le dire, la veuve du protocole de Kyoto, la veuve joyeuse, mais c'est aussi une Bridget Jones, c'est-à-dire c'est une nana de 30-35 ans qui compte ses kilos de CO2, qui boit du vin nature au lieu de boire du whisky et qui n'a pas de mec, mais elle s'en fout. Son mec, c'est la Terre, c'est la planète et c'est la durabilité de la vie sur Terre. Donc, elle s'en fiche. C'est juste qu'elle fait rire jaune, noir ou vert. Pour nous, c'est un magnifique exutoire parce qu'en tant que journaliste, à traiter ça quotidiennement, bah, ça commençait à peser sur le moral. Je suis pas en titane et Eric non plus n'est pas en titane, donc on avait beaucoup de problématiques liées à l'indifférence de nos amis, de notre environnement professionnel, familial, etc. vis-à-vis de ces questions-là. Et on s'est dit, mais par l'humour, on va pouvoir dire tout haut en se marrant des choses très trash. Voilà. Et donc c'est comme ça que Bridget Kyoto est née, d'abord pour nous faire du bien Mm. et supporter via l'humour des choses un peu terrifiantes. Je précise que Bridget Kyoto n'a pas des millions de followers, de suiveurs sur les réseaux sociaux. Mais elle a les bons suiveurs, puisque au fort de notre gloire, il y avait 5-10 000 personnes qui recevaient la newsletter avec la vidéo de la semaine. Et ces 5-10 000 personnes pouvaient être à la fois dans les ministères, dans les DREAL, à l'ADEME, à l'Agence internationale de l'énergie, dans les médias. Et en fait, c'était des gens qui traitaient ça quotidiennement et qui, elles aussi, des personnes qui, elles aussi, arrivaient à la même conclusion. Quand est-ce qu'on va dire qu'on va dans le mur et que l'effondrement ou quelque chose qui ressemble à ça est en train de se préciser? Et ça leur a fait un bien fou. Donc, nous, on était contents. J'ai pas touché ma mère, enfin, pas Noël, ma mère, mais ma mère avec ce programme. Mais en revanche, on a touché les personnes voilà, qui comptaient, qui travaillaient là-dessus. Voilà, même Pablo Servigne, quand il nous a rencontrés en vrai, il a dit ah, mais c'est Brigitte Kyoto, mais vous nous avez fait trop du bien, trop du bien. Voilà, on voulait se faire du bien. Mm. Mm. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, bon, les premières alertes du risque d'effondrement, on peut peut-être les remonter au rapport Meadows, au sens très analytique. Et je pense qu'il y a eu d'autres manières d'alerter, aussi au sens plus philosophique. On peut saluer des pionniers de l'écologie politique comme Jacques Ellul, bon, bref. Mais au sens vraiment analytique et qui est retenti dans le monde, je pense qu'il y a 50 ans, ce rapport Meadows, il avait un peu sonné les cloches, et puis on a oublié. On a un peu oublié, ben, voilà, l'euphorie de la croissance et aussi bon, des phénomènes peut-être comme la malnutrition qui baisse en Inde et la Chine qui se développe. Ça a dit bon bah voilà, les Cassandres ont eu tort. Bon, Euh, après moi, bah, comme toi, j'avais pris conscience un peu de ces sujets-là milieu des années 2000, entre le pic pétrolier, je crois, troisième ou quatrième rapport du GIEC à l'époque qui commençait quand même à être déjà assez affirmé. Et puis voilà, bah, le pic pétrolier a été un peu repoussé, les dégâts du changement climatique étaient moins visibles qu'aujourd'hui aussi, ça paraissait un petit peu lointain. Et puis il y avait l'exponentielle des renouvelables qui commençait et tout. Bon bref, début année 2010, je me suis un peu assagi, ou plutôt tranquillisé, rassuré sur ces questions-là. Et je connaissais pas tout ce milieu aussi en fait. Moi je travaillais dans la RSE et je te connaissais pas, et tous les gens que tu cites qui avaient déjà eu un choc à l'époque, je les connaissais pas en fait. Et donc là-dessus, j'aurais pu me sentir un peu seul, sans communauté. Je fais plutôt la démarche type RSE. Avant de vous rencontrer tous fin année 2010, et là, bon, tout s'est accéléré. Bon. Mais justement, alors, tout s'est accéléré, y compris psychologiquement. Mais toi qui es dedans depuis assez longtemps, et avant de passer aussi
à tous les entre guillemets bifurqueurs que tu as rencontrés qui ont constitué le contenu de ton livre. Toi, personnellement, comment tu te fais pour te préserver de ces sujets-là, psychologiquement, mais aussi en termes d'action au quotidien? Alors, Cyrus, je vais être très claire, je ne me préserve pas. Il est absolument impossible de se préserver. En revanche, déjà accepter d'être dans l'impossibilité de me préserver, c'est déjà un grand pas. Vivre avec, je ne vis pas contre ou sans ou à côté, je vis avec ce que je sais et ce que je lis et ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, de manière névrosée et obsessionnelle. Et donc du coup, je vis avec. Malheureusement, c'est pas agréable tous les jours. Il y a toute une farandole d'émotions qui vont de l'impuissance à la colère en passant par l'immense tristesse, le dégoût, le aquabonisme, enfin, il y en a des kyrielles de nuances. Voilà, déjà, ne pas se préserver. Par ailleurs, le métier que j'exerce, c'est un métier qui me refoule la tête dedans. Je ne voudrais pas foutre la tête dedans que je devrais le faire. J'ai une pige à faire là pour le mensuel ciné sur la question de la sortie du 6e rapport du GIEC, ce rapport de synthèse. Voilà, je constate juste que ça me fait de moins en moins chaud ou froid. Enfin, froid, ça m'a jamais trop fait du froid, mais ça me fait moins en moins, ça me peine de moins en moins. C'est-à-dire, j'arrive à accepter au-delà des faits, et ben le fait qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'y est pas du tout dans les trajectoires et que nous sommes d'ailleurs tous concernés par cette inaction à la hauteur des enjeux et que on est voilà que peut-être notre destin se situe là sur cette courbe là et j'ai en fait réussi une seule chose, c'est arrêter de me mettre la rate au courbouillon sur le fait que l'humanité ne parvienne pas à se sauver d'elle-même. Voilà, c'est probablement notre destin. J'adore cette blague, je sais pas d'où elle est sortie, mais de deux extraterrestres qui arrivent sur la planète Terre et ils sont dans les ruines hein, de la civilisation occidentale. Ils se baladent, ils font, mais quand ils ont appris que tout allait s'effondrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le deuxième lui répond, mais bah, des conférences et puis des bouquins aussi. Voilà, donc on en est à peu près là. Ça me fait beaucoup rire, mais en fait, voilà, c'est notre chacun. Nous sommes 8 milliards désormais sur cette planète et je crois que on a des injonctions contradictoires permanentes, d'où qu'on vienne, où qu'on vive, quoi qu'on rêve. On n'est pas tout à fait calibré là pour adresser des problèmes qui étaient lointains, mais qui sont maintenant très présents, très lointains dans le temps, très distancés dans le kilométrage et géographiquement, et on n'est pas trop calibré pour ça. Hmm. Je sais pas si c'est par fausse modestie, mais quand même au quotidien, bon, il me semble, hein, tu as quitté la ville pour t'installer dans un territoire, on va dire, plus rural, sans que ce soit forcément très loin Ah de oui, Paris, mais voilà, voilà. Et tu es engagé, et tu essaies, tant bien que mal, si j'ai bien compris, d'engager la communauté locale dans des démarches environnementales, même si dans ce voisinage-là, ils n'ont pas forcément la même vision que la vision qui peut prévaloir à Paris ou même on va prendre l'Ariège, pour prendre un milieu rural, mais entre guillemets, je sais pas comment l'appeler, progressiste, altermondialiste. C'est pas tout à fait l'état d'esprit dominant là où tu habites, il me semble. non, c'est un euphémisme. Je suis venue, je ne sais pas comment, mais en tout cas, je suis arrivée dans Lyon il y a plus de 10 ans. Et Lyon est plutôt une terre de serial killers, d'une part, et d'autre part, et d'autre part de personnes qui vivent de l'agriculture intensive, on va dire. Voilà, d'une France, on va dire, profonde, reposée, qui est un peu dans la réactance réactionnaire, qui n'aime pas trop que les choses changent dans tous les sens du terme. Donc, ils sont un peu perturbés par l'arrivée de Parisiens ou d'ex-Parisiens, en tout cas de citadins avec un bac plus 5, on va dire, des intellos précaires qui ont envie de tout bouger, des personnes plutôt affichées comme étant de gauche dans la transition écolo, etc. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Le terreau actuel fait que où qu'on aille en France, on peut trouver des réseaux, des maillages humains
où on va pouvoir discuter de ça et on va pouvoir se mettre en action. Parce qu'effectivement, la seule chose qui est sûre à peu près, c'est que parler de toutes ces émotions basses dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est un peu sujet à l'exo-anxiété, quand on est un peu sujet quand on est en tout cas en résonance avec ce qui se passe dans le monde actuellement, on va être traversé par différentes émotions. Il se trouve que vous avez à côté de chez vous, peut-être sans le savoir, énormément de personnes dans le même état d'esprit et très volontaires pour en parler, pour écouter, etc. Première chose à faire, ne pas rester tout seul. Deuxième chose à faire, agir. Alors agir quand on sait que tout est une goutte d'eau ou une nano-goutte d'eau dans l'océan des choses à faire. On se dit mais comment on va trouver l'énergie pour ça? Et finalement, moi je fais l'analogie avec le fait que on va tous mourir dans nos existences, c'est certain, mais ça ne nous empêche pas de vivre, je sais pas, d'aimer, de se faire virer, de travailler, d'aller en forêt, de prévoir une vie, une construction de maison, des vacances, je sais quoi. Donc c'est un peu la même chose. Moi, je suis persuadée que quelque chose va s'effondrer plutôt brutalement et ou pas brutalement, mais en tout cas de manière assez barbare, il risque d'y avoir des chocs. Et en même temps, ça ne m'empêche pas d'agir là où je suis. Voilà. Donc, à Joigny, dans Lyon, un réseau désormais de 122, 130 personnes est particulièrement actif. Et donc, ça nous a permis de créer des mailles. Ces mailles, on tricote des filets. Et ces filets nous permettent, dans les jours, les années, les mois qui viennent, les saisons qui se profilent, de nous entraider, tout simplement, de savoir qui fait quoi, qui a quoi comme compétences, quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain, euh, quels sont les outils dont je devrais savoir me servir, est-ce que voilà, est-ce qu'acheter un verger, c'est intelligent? Est-ce qu'apprendre à maraîcher, c'est intelligent? Est-ce que... Bref, et on s'entraide et on échange et on fait énormément de choses. Et chacun arrive avec son degré d'action. Et voilà. Et je dis pas que c'est merveilleux tous les jours, mais je dis qu'en tout cas, quelque chose de cet ordre-là est en place et dans tous les territoires traversés en France, en tout cas, il y a des réseaux comme ça qui se sont mis en place. Dans le prolongement de ce que tu dis, je t'ai vu évoquer dans d'autres interviews que la notion d'autonomie parle parfois plus que celle d'écologie, qui en plus peut renvoyer à voilà, les citadins, ou que sais-je, ou une démarche purement intellectuelle, ou que sais-je, alors que celle d'autonomie, peut-être plus universelle. Alors, faut pas opposer l'un et l'autre, mais tout ce que tu évoques, c'est quand même du passage à l'action qui tend vers l'autonomie et qui se trouve être plutôt, enfin même très favorable à l'écologie. C'est du concret et ça fait bouger les gens. Oui, alors l'autonomie, c'est vraiment le Graal de toutes les personnes qui bifurquent. Et on reviendra sur le terme bifurquer, mais en tout cas qui veulent que leur existence reste vraiment véritablement sous les limites planétaires et que voilà. Donc, en attendant que les gouvernements prennent des décisions, j'oserais dire un peu de rationnement, de radicalité dans l'usage des ressources, etc. En attendant ça, certains s'organisent et en plus, ça leur permet de se déprendre d'un système, de se désincarcérer d'un système qui se passe d'eux de toute façon pour prendre des décisions. Vous voyez bien l'usage du 49.3 sur les sujets sociaux ou sociétaux. J'imagine un jour un 49.3 peut-être sur un compte carbone, un crédit carbone. Je sais pas. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autonomie est un Graal. L'autonomie est difficilement atteignable, voire inatteignable dans le monde actuel, à moins d'y consacrer 3000 heures par an, donc plus qu'un gros temps plein à moins d'y consacrer, de revenir à une pénibilité dans l'usage de son corps pour produire ce qu'on va manger, ce qui nous permettra de nous déplacer, l'eau qu'on va boire et comment on se chauffera. Bon, bah, nous, on est complètement hors sol par rapport à tout ça collectivement et certains veulent se réapproprier ça, c'est-à-dire comment je mange, comment je produis ce que je mange, comment je me déplace, comment je réfléchis à mes actions de consommation ou d'usage des ressources. Et voilà, ça fait des communautés qui sont bah, d'abord très créatrices. Alors, c'est marrant de parler de créativité quand on revient au bon sens paysan du début des années 50 en Bretagne, par exemple. Hmm. Donc, c'est marrant, c'est un retour au bon sens.
et au partage surtout des ressources et des compétences. Et voilà. Et donc l'autonomie en eau, en électricité et en partie en nourriture, c'est quelque chose de désirable en tout cas pour ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles se coupent du monde. Elles ont des cartes d'électeurs, elles votent, elles s'inscrivent dans la police, c'est-à-dire dans la société qui décide. Et voilà. Et dans cette cité où on œuvre tous, on a tous des degrés d'autonomie différents. Moi, par exemple, j'en ai quasiment aucun, à part l'eau de pluie pour arroser le jardin. Mais je n'ai pas d'autonomie. Donc, comment je vais pouvoir troquer mes savoirs de coporteuse dans le monde de demain? À quoi sert ce que je fais dans le monde de demain? Ce sont des questions qu'on peut se poser quotidiennement. Et voilà, on n'est pas obligé d'avoir des réponses, mais déjà remuer un peu tout ce qu'on prend pour certains, c'est super intéressant et c'est très galvanisant pour l'esprit Hmm. en attendant la chute. Hmm. Sans avoir rencontré autant de gens que toi dans beaucoup de territoires et sans avoir autant d'expérience pratique que toi, je retrouve beaucoup ce que tu dis, notamment sur le sujet de l'eau. C'est en attendant que le gouvernement prenne des mesures plus ou moins fortes, généralement une fois dos au mur, et on le voit là, on voit poindre les premiers rationnements ou les préfectures qui interdisent les nouvelles constructions ou l'aménagement de piscines ou que sais-je. Bon, mais certaines communautés n'ont pas attendu ça pour prendre en main le sujet de l'eau, alors à leur échelle individuelle, à l'échelle de la communauté, aussi à l'échelle municipale, intercommunale. Bon, dans le cadre de mon travail, je suis pas mal en échange avec des élus de territoires qui ont davantage pris un coup d'avance que dans d'autres territoires sur la question de l'eau. À la fois question sobriété, mais aussi comment dire, limitation des gaspillages, investissement dans les réseaux pour limiter les fuites. On voit des situations très contrastées d'un territoire à l'autre. Et le problème me paraît être surtout politique, culturel, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de frein technique, technologique à tout ça. C'est-à-dire le contraste que je vois d'un territoire à l'autre, c'est surtout la volonté politique locale de faire quelque chose, j'ai l'impression. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je retrouve pas ce que tu dis sur les sujets d'autonomie en ce qui concerne Tout l'eau. à fait. Et je dirais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais j'ajouterais aussi qu'il y a un angle mort dans l'écologie politique ou dans la politique des territoires, qui est celle du renoncement quand même. Il y a un angle mort total, une espèce de tabou. Alors c'était inaudible jusqu'à il y a quelques années, mais il me semble que ça devient de plus en plus audible. Moi, j'adore les travaux du Media Origin Labs, donc de Diego Landivar, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, je crois, et donc qui travaillent sur héritage et fermeture. Tu parlais des interdictions des piscines, etc. Moi, je sais pas, je réclame, comme Bruno Latour, tu sais, avait fait un questionnaire en sortant du confinement, quelles sont les activités que vous voulez voir continuer, se perpétuer, celles que vous voudriez voir s'arrêter, qu'est-ce qui vous manquerait, comment est-ce qu'on réoriente la filière. Bref, j'adorerais qu'on discute ouvertement d'un plan de redirection écologique au niveau national et qu'on parle d'héritage et de fermeture de tout ce qui est nocif, climaticide et gaspilleur. Et ça, c'est rigolo parce que dans le travail du Media Origin Media Lab, pardon, de Landivar, ils ont eu des sollicitations de différentes régions ou départements qui disent, mais voilà, si on veut arrêter, par exemple, l'industrie de la piscine, le pisciniste, si on se dit qu'il n'a plus droit de citer, entre guillemets, enfin, dans un monde qui va être en pénurie d'eau, etc., est-ce que l'eau doit rester un élément majeur du divertissement? La réponse est peut-être non. Et alors, comment est-ce qu'on réoriente toute une filière de gens qui construisent, qui installent, qui réparent, etc., etc. Ça, je trouve que c'est fascinant de travailler sur la fermeture de certaines choses. Et plus tu anticipes une fermeture, plus on sait que c'est agréable et en tout cas que c'est faisable. Moins tu l'anticipes, plus tu mets tout ça sous le boisseau parce que ce serait inaudible électoralement parlant, plus tu vas te prendre des gros murs dans la tête. Voilà. Mais je me rappelle quand j'ai démarré, moi je suis à l'origine, je viens d'Isère et de Savoie. Donc ça veut dire que l'hiver, il neige, on va dans les montagnes et on va skier dans des stations de ski qui étaient enneigées. Stations de ski que j'ai connues, qui soient à Autran, Lançon-Vercors, dans le Vercors, et ça a moins en moins de neige.
fatalement, toutes ces installations, ces infrastructures ne vont plus servir à terme, à moyen terme, à très court terme même. Et à l'époque, en 2005-2010, c'était à peine un sujet. Maintenant, ça devient un sujet. En plus, les renchérissements des prix de l'énergie ont fait très mal aux stations de ski l'hiver dernier et cet hiver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces installations, avec ces gens, avec d'ailleurs ces territoires qui sont devenus que des usines à neige ou à divertissement hivernal, tandis que les jeunes qui vivent dans le pays n'ont pas les moyens de s'acheter de quoi se loger ou de quoi vivre sur place ou de trouver une activité qui n'est pas en rapport avec ce divertissement. Bref, tout ça, ça demande des redirections écologiques qui sont passionnantes à adresser, je trouve. Et ça, c'est un truc que mon cerveau, au bout de 20 ans de questions environnementales, de constats, etc., mon cerveau est hyper excité par ces parties-là, c'est-à-dire comment on redirige. Voilà, mais comme fait le shift en disant il faut qu'on passe à la neutralité carbone, il y a tant de secteurs et il y a tant de personnes qui en dépendent, et comment on fait, etc. etc. Voilà. Donc, tout ça est absolument passionnant et je trouve que c'est les voies de recherche de demain politiquement. Non, mais tout à fait. Je suis pas en train de dire nous autres, les écolos, les décroissants, je sais pas comment nous appeler, mais on a vu juste dès le départ, regardez, on a raison, mais parce que on a aussi soit exagéré certaines menaces qui se révèlent peut-être plus lentes que ce qu'on aurait pu imaginer, on a peut-être sous-estimé le potentiel de la technologie, ou bref, et puis on est parfois assez divisé sur les solutions en soi. Par contre, une chose, un schéma qui se reproduit quand même régulièrement, c'est effectivement toutes les questions que tu soulèves sur le renoncement et la transformation de certaines activités ou la fermeture de certaines et l'apparition d'autres, où on est pris pour les emmerdeurs de service, les Khmer verts, et on voit qu'à force de pas prendre le problème au sérieux, tôt ou tard la réalité nous rattrape. Il y a un retour de bâton, et en général, c'est un retour de bâton qui est pas tout à fait socialement juste. C'est-à-dire les principales victimes de la crise climatique ou énergétique ou le renchérissement de la viande en raison des sécheresses. Bon, bah voilà, on est dos au mur forcé de manger moins de viande, sauf que l'inflation est surtout portée par les ménages les plus modestes. Et c'est marrant que tu parles du ski parce que même, alors certes, le ski c'est une activité surtout pratiquée par les 10% les plus riches, on est tout à fait d'accord, mais les Oui, ou les fermetures, personnes qui vivent à côté des sites. Parce tout à que fait. moi, je faisais pas partie des 10% les plus riches, mais quand tu habites Saint-Marcelin, Grenoble, etc., qu'est-ce que tu fais l'hiver? Tu vas en classe de neige, tu vas skier, tu as les C'est vrai. clubs de ski, etc. Donc, c'est aussi un truc, bon voilà, mais c'est 10% de la France seulement, des Français qui vont skier, tu as raison. Oui, 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 plus les locaux. Mais à nouveau, alors, on va pas pleurer sur le sort de, voilà, il y a pire dans le monde, mais lorsque les stations de basse ou moyenne montagne ferment, ou que les stations de haute montagne se renchérissent quelque part, les premières victimes, c'est les skieurs, enfin, pas le 1% du haut des 10% du haut, on va dire ça comme ça. Bon, bref, bon, pour prendre un exemple on va pas forcément s'apitoyer tant que ça, mais après, bon, il y a moyen que les stations aussi se transforment, développent d'autres activités. De toute façon, il y a pas vraiment le choix, mais j'ai l'impression qu'on n'anticipe pas tant que ça. Mais bon, bref. Bah, ce Euh, sera de toute façon des activités liées au divertissement, aux vacances, au outdoor, activités de plein air. Bon, moi je trouve que la véritable activité de plein air qui nécessite qu'on soit en plein air, c'est quand même l'agriculture, le maraîchage, la taille des arbres fruitiers, c'est tout ce qui permettrait de voilà de subvenir à nos besoins. Je crois qu'on a 2 générations d'écart entre la pénibilité liée enfin, à nos corps, dans l'usage de nos corps et de nos forces physiques, etc., pour produire ce qu'on consomme. Il y a 2 générations, on a oublié ça en 2 générations. Donc, il se trouve que ça va probablement faire partie des trucs de demain. Ou alors, on est OK avec une agriculture à base de drones, d'intrants, de super grosses exploitations, de viande dans des immeubles, construites dans des immeubles en intensif. Voilà, ce sont des choix de société et on dit pas ça clairement aux gens. On leur dit, vous inquiétez pas, la FNSEA nous réserve des assiettes bien remplies dans la seconde partie de ce siècle, mais on ne dit pas tout ce qui est lié à ce que vous allez manger va être lié à des contraintes. On ne dit pas, vous devez aussi mettre la main à la pâte à nouveau. Voilà, on a trop de services, trop développé de services qui vont avoir une utilité relative dans les années qui viennent. J'en suis hmm, convaincue. Et on verra ce que ça donnera. hmm, Mais ceux qui se préparent, c'est pas des Khmer verts, c'est des gens plutôt sensés
Et je dirais même qu'ils sont du côté de sens de l'histoire, du bon sens de l'histoire. Voilà, si ils se préparent, ils font de mal à personne, ils emmerdent personne, ils consomment le moins possible et ils s'en sortent entre fin du monde et fin du mois. Ils ont choisi. Les deux peuvent se combiner, quoi. Oui, non, bah oui, Laure, nous en connaissons tous les deux parmi nos amis, effectivement, des gens qui ont bifurqué. Alors parfois en gardant un travail, on va dire, à mi-temps ou deux tiers du temps qui les rémunère dans l'économie, on va dire, classique, oui, bon, parfois un travail qui est quand même porteur de sens. Et à côté, l'autonomie qui est quand même une activité chronophage. Alors, venons-y, parce que aussi ton retour à la rencontre de dizaines, centaines de personnes qui tendent vers ça est intéressant, mais effectivement, dans tous les imaginaires d'un monde durable que j'ai pu parcourir, euh, avec des travaux aussi, Shift Project, le livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, et même bien avant cela, ce qu'on imaginait comme étant une société durable, il y a quand même plus de gens qui produisent à manger qu'aujourd'hui. Enfin, qui retournent à la terre, entre guillemets. Donc, quels que soient les scénarios qu'on regarde, à un moment, il faudrait des millions de Français en plus qui retournent vers du manuel et vers, bon, le truc, c'est que la tendance lourde, c'est pas ça. Je dirais, on a plutôt de moins en moins d'exploitants agricoles et effectivement, comme tu disais, des exploitations de plus en plus grosses, de plus en plus technicisées, des propriétaires de plus en plus gros. Donc voilà, est-ce que les gens ont envie de travailler la terre? Alors, on en voit, hein, d'ailleurs, je pense, le jardinage est une des activités phares, des hobbies phares des Français. Je crois qu'il y a quand même quelques millions de Français en ordre de grandeur qui cultivent un potager. Mais entre avoir quelques pieds de tomates et voilà l'activité quasi quotidienne de prendre soin d'un jardin, éventuellement quelques animaux d'élevage, etc. C'est voilà, c'est plus difficile de prendre des vacances, c'est plus épuisant physiquement. Est-ce que les gens tiennent sur la durée, quoi? Et est-ce que cette vision-là, qui est idyllique et qui est aussi nécessaire, je dis pas, mais est-ce que tu la vois se matérialiser, voilà. Cerise sur le gâteau, c'est très peu rémunérateur. C'est à quelqu'un qui lâcherait ses diplômes pour devenir maraîcher. D'abord, il faut qu'il trouve de la terre. Ensuite, il faut qu'il trouve un modèle économique. Donc, d'accord, il y a les circuits courts via les AMAP qui ont explosé sur les 10, 15 dernières années. Est-ce que ça suffit? Il y a les problématiques de sécheresse, d'accès à l'eau. La météo, en fait, nous fait pas mal de caprices, hein, on va dire. Ce qui était certain hier l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il y a qu'à voir depuis 2, 3 ans, tout gèle en avril. Donc, depuis 2, 3 ans, on a eu des problématiques dans les vendanges. S'il n'y a plus de pinards, ça va être la vraie révolution. Mais bon, au-delà des vendanges, l'arboriculture, les cultures, le maraîchage, etc. Donc, ils sont quand même pris en étau avec un modèle économique très peu rémunérateur et puis des conditions de production qui vont changer irrémédiablement et qui vont probablement baisser la productivité de leurs exploitations. Donc, est-ce que c'est durable? L'avenir le dira. En tout cas, il y a un vrai désir, c'est vrai, d'une nouvelle jeunesse qui se dit qu'elle a envie de faire ça. Et qui s'y jette sans véritablement tout prendre en compte. Parce que si on prenait tout en compte, finalement, on n'irait pas. On n'irait pas devenir maraîcher à 600 euros par mois et tout perdre en une saison parce qu'il n'y a pas 1 gramme de flotte. Heureusement, ça se fait quand même. Cela dit, on est loin des montants de main-d'œuvre dont on a besoin. 600 000, 500 000, 600 000 agriculteurs vont partir à la retraite. Il va en falloir au moins autant pour les remplacer. Et voilà, cela Ouais. étant, les BPREA, tous les programmes de formation sont pleins à craquer. Il y a des listes d'attente en permanence. Donc, des gens y vont. Et que ce soit pour un modèle économique rémunérateur, c'est-à-dire une activité commerciale, ou alors pour eux-mêmes, c'est déjà un pas important. Je ne sais pas si ce sera viable et je ne sais pas, et je sais en tout cas que si ça continue sur ces tendances-là, on n'aura de toute façon pas assez de monde pour produire de quoi faire manger ou nourrir 60 millions de Français ou 70 millions de Français. On est bien, bien loin du compte. Donc, nous allons devoir marcher sur nos 2 pieds d'un système agricole à la fois intensif, prédateur en termes de ressources et énergivore, et une autre agriculture plus proche des gens, plus relocalisée,
mais plus coûteuse également à la fin. Donc on va devoir marcher sur ces deux jambes-là. Ce qu'il faudrait juste, c'est que les jambes soient à peu près équilibrées et musclées de la même façon. Donc là où on donne des aides aux piliers, on va dire, de la PAC qui concerne tout ce qui est agriculture intensive, on devrait donner au moins autant d'aides, si ce n'est plus, à une agriculture bio, extensive, locale, de petites exploitations. Il suffit de 1 à 5 hectares pour pouvoir quand même dégager des revenus. Bref, voilà, tout ça est encore une fois sujet aux politiques publiques et à la volonté publique, politique, d'aller dans ce sens-là. Et pour l'instant, on sait bien que le gouvernement, enfin, les gouvernements qui se succèdent depuis 2, 3, 4, 5, 6 présidences ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Hum, Qu'on hum, soit de gauche ou de droite, on ne peut que constater que ça ne va pas assez vite, que ce soit en matière de transition énergétique. Moi, je suis pas trop pour le nucléaire, mais regarde, si on avait géré le nucléaire autrement, on serait pas là en toute urgence à en faire passer 6, 10 ou 14 EPR avec des lois qui accélèrent les prises de décision. Euh, je ne suis pas pour les EPR, mais enfin, c'est pas un EPR qu'il fallait lancer en 2003, c'est peut-être 3 ou 4 pour anticiper le vieillissement des centrales, pour anticiper peut-être la réduction de ces centrales, leur emprise au sol ou de leur taille, pour tester différents prototypes plutôt qu'un seul gros EPR de 1400-1600 mégawatts. Donc voilà, je trouve qu'il y a un manque d'anticipation crasse dans un monde où toutes les informations sont quand même de plus en plus disponibles. Il y a une espèce de dichotomie assez féroce et difficile à tenir et difficile à excuser politiquement. Voilà, ils savent et s'ils ne font pas, c'est parce que des intérêts à plus court terme prédominent. Et pour avoir hum. beaucoup de copains qui ont été dans des cabinets de ministres, etc., la chose est claire, la chose est entendue. Les ministres de l'écologie ne peuvent rien face à la menace perpétuelle que les uns et les autres amènent, qui est la menace de l'emploi. Voilà. Hum, Si je hum, hum. dois transitionner, je change mon industrie, je vais virer des gens. Ah bon, bah ne faites rien. En général, c'est ça qui sort, hein, et c'est valable dans à peu près tous les domaines. Hum, hum, hum. Euh, Petite parenthèse sur le nucléaire, c'est un sujet sur lequel tu as fait beaucoup de recherches. Tu as publié un livre, Déchets, le cauchemar du nucléaire. Voilà, tout ça est loin d'être dogmatique comme certains peuvent critiquer. Il y a des gens qui ont comment dire, des préoccupations quant au nucléaire après avoir fait des recherches bien rationnelles, etc. Toi et moi avons peut-être certains différents quant au nucléaire, mais moi je reconnais aussi que la filière fait face à certaines difficultés qui invitent à minima à diversifier nos sources d'énergie. Peut-être n'allons pas plus que ça là-dedans, c'est peut-être l'objet d'un autre entretien où on pourra parler nucléaire davantage, mais en tout cas j'invite les gens à parcourir aussi ton travail sur le sujet qui est très fouillé, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Peut-être parler des bifurcations et te tester un peu sur, limite peut-être aussi de manière provocante, mais aussi autocritique envers moi-même, qui suis à moitié bifurqueur, tu vois, je sais pas si on peut dire ça, mais donc moi, Dans je sais une pas, je famille vois, de bifurqueurs en plus. oui, ouais. Non, moi je vois, pour vraiment schématiser à outrance, trois voies de bifurcation. Il y en a une qui est, on va dire, transitionniste, aller vers entre guillemets, la nouvelle économie, donc des entreprises qui se lancent ou qui investissent dans l'agroécologie, dans les énergies renouvelables, ouvrir une usine de panneaux solaires. Mais ça, c'est en quelque sorte presque du business as usual. Il y a certains secteurs qui vont décroître, d'autres qui vont croître. Il y a du business à se faire et certains vont dans ce business-là. Est-ce qu'on peut appeler ça bifurcation? Bon, je sais pas. Bon. Mais en tout cas, passer, on va dire, du pétrole à l'énergie solaire. Bon, il y a cette famille-là, mais qui est limite le plus classique, on va dire, dans le prolongement du. Bon. Il y en a une qui est bon ben je suis consultant ou alors je suis dans un métier intellectuel plutôt confortable, plutôt bien rémunéré. Bon, aller travailler la terre, faut quand même pas déconner tant que le système fonctionne. Bon, et donc je vais faire un podcast ou alors je vais faire du conseil mais en RSE, faire des KPIs et bon, et ça je me vise moi-même dans cette voie-là. Mais que beaucoup suivent. Ouais, voilà, c'est une forme de. Alors, je ne sais pas si on peut passer à une bifurcation, mais
Et puis une troisième famille de ceux qui, oui, beaucoup plus en rupture, alors qui peuvent changer de lieu d'habitation éventuellement, mais changer vraiment de métier, aller vers du manuel. Bon, si je reviens vers le groupe 2, alors c'est très bien de faire des podcasts ou alors du conseil, enfin, voilà, évoluer un peu, essayer soit de changer le système de l'intérieur, soit de dévier un petit peu, même si ça reste dans un métier intellectuel. Le problème étant, on en parlait tout à l'heure, on manque pas forcément de consultants pour donner des idées là. Et à nouveau, je me dis moi-même, on manque d'agriculteurs, on manque d'infirmières, on va peut-être manquer d'éboueurs, enfin, tous ces métiers pénibles qui, on l'a vu pendant le Covid, sont absolument essentiels et mal rémunérés et mal considérés, et voilà, difficiles au quotidien, physiquement aussi, moralement. Bon, c'est de ça dont on manque de plus en plus, et je vois pas tant de bifurcation dans ce, voilà. Toi, avec voilà toutes les rencontres que tu as fait à nouveau, qu'est-ce que tu en penses? Question large qui appelle peut-être à une réponse difficile. Alors, c'est très compliqué. Je voudrais déjà démarrer par le fait que toute personne qui bifurque est bonne à prendre hein. Dans le monde actuel. Déjà, les trois voies que tu as citées, j'en ajouterai une quatrième d'ailleurs, c'est la bifurcation intérieure, c'est-à-dire avant même de te mettre, d'aligner tes planètes de boulot, de valeurs, etc. Déjà, soi-même, se rendre compte qu'on est dans un système qui marche sur la tête et que son existence en tant que telle, on fait partie des 10% les plus riches, hein, on est responsable des 40% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc, on fait vraiment partie des 10% les plus riches, même les plus pauvres en France, il faut qu'ils soient conscients de ça. Ils font partie des 10% les plus riches au niveau mondial. Et la bifurcation intérieure, c'est-à-dire c'est déjà se rendre compte de tout ça, que notre planète a des limites, qu'on arrive au bout d'une certaine histoire, d'un certain récit de la place de l'homme sur la Terre, l'être humain. Et donc, du coup, ça, c'est une bifurcation qui est très importante parce qu'on ne soupçonne pas ce que ça peut donner sur le court, moyen ou long terme. Les personnes qui ont des graines dans le cerveau qui vont commencer à germer, etc. Donc, OK. Alors, je suis très embêtée parce que dans les bifurcants que j'ai rencontré aussi pas mal de gens qui se mettent à l'abri tout simplement du bruit du monde et qui n'ont plus envie de participer hein, au système mortifère et qui se mettent en retrait. Alors, ils se mettent en retrait et par exemple, en achetant un joli écolieu, ils ont les moyens parce qu'ils se mettent à plusieurs et une fois qu'on est là, bien protégé, on démarre son activité de maraîchage pour sa communauté, les cours de yoga pour l'extérieur et les stages de travail qui relient pour aller mieux dans son âme face à la douleur et à la peine qu'on ressent pour le monde. Bon, bah ça fait pas société, ça fait une partie de la société, mais ça ne vient pas cranter politiquement les choses sur un territoire, ça ne vient pas politiquement s'engager pour rendre désirable tout ça, parce que la clé est là, ça va être de rendre désirable tout ce qu'on a raconté, et donc ça veut dire pour que ce soit désirable, il faut que ça corresponde à des valeurs qui nous donnent envie, et on est tous encore euh, je sais pas, enquisté dans un monde qui célèbre le superficiel, le trop, le beau à l'excès, le riche, le facile. Et donc ça c'est le vrai enjeu, c'est comment tu rends désirable quelque chose qui est moins vis-à-vis de tout ça. Euh, Tout le monde, tu vois, tu parlais des intrapreneurs, hein, c'est-à-dire ceux qui sont dans leur boîte et qui se disent, tiens, de l'intérieur, je vais vouloir changer les choses. Il y a ceux qui disent, de l'intérieur, je ne peux rien, je vais me faire écraser, laminer, je sors et je vais faire ailleurs. Mais à ce moment-là, il faut que je réduise ma rémunération, il faut que je change parfois d'endroit où je vis, il faut que j'entraîne ma petite famille avec moi, il faut qu'on ait les mêmes désirs en même temps. Merci le confinement d'ailleurs au passage. Hein. Merci le corps en Ukraine, hein, parce que le corps en Ukraine a permis à certaines personnes de ne plus remettre à demain ce qu'elles pensaient faire à horizon. Voilà. Merci également à tous ces jeunes qui ont la crise de la quarantaine, mais à 20 ans. Donc, c'est-à-dire, ils savent très bien qu'ils vont pas vivre les années les plus funky de leur vie dans des conditions de vie stables à venir. Donc, voilà. Donc, ils font la crise de la quarantaine à 20 ans. Ils se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait sens pour la société? Ils font leur ikigai, pour ceux qui connaissent, avant le fameux bilan de compétences ou la crise de midlife, de milieu de vie qu'on a tous plus ou moins fait. Voilà, tout le monde va être important. Maintenant,
ce qui semble quand même important encore aussi, c'est que tout ça, ça doit avancer avec une critique et une construction politique d'une société qu'on voudrait voir advenir. Politiquement, comment j'adresse ces sujets-là et comment je mets les questions de transition et de limites planétaires à peu près dans tous les domaines qui concernent tout le monde. Et ça va de la justice à l'éducation, en passant évidemment par la santé, par, je ne sais pas, l'industrie. Tous les domaines sont concernés. Et comment on crante politiquement tout ça, quoi. C'est-à-dire nos désirs individuels de nous aligner, valeurs, sens, travail, etc., avec, et vie, avec un projet de société. Et c'est là Mhm. que ça pêche un peu. Moi, j'entends pas trop de vision politique systémique de tout ça. Voilà. Et malheureusement, la cacophonie médiatique autour des prises de parole politiques fait que on entend rarement quelqu'un qui arrive à déplier une pensée. Sur le long terme, englobant à peu près tous les espaces de la société, en essayant d'être dans la justice sociale, mais aussi la justice climatique, et puis la justice industrielle, au sens où il va falloir des transitions radicale et il faut une volonté politique pour ça, il faut un soutien. On sait que la planche à billets peut fonctionner en permanence, donc visiblement l'argent ne serait pas un problème, mais on sait que les externalités négatives de la planche à billets sont problématiques. Bref, tout ça demande que des comités théodules se montent Mhm. pour faire des préconisations et que les politiques derrière qui sont élus écoutent ces préconisations. Voilà. Mhm. Donc, waouh. Comment on fait politiquement en société avec nos petits projets d'écolieux, de tiers-lieux et de personnes pacifiées avec ces problématiques-là, quoi. Ça, c'est encore un gros point d'interrogation à ce jour. Oui, D'ailleurs, et c'est tellement difficile qu'aucun pays à ce jour, à part peut-être le Bhoutan, n'a essayé de mettre en place des indicateurs qui prennent en compte les questions environnementales façon systémique et qui se diffusent dans tous les interstices de la société. bah oui, Aucun pays à parce qu'il ce jour, fixe à aucun sa gouvernement n'a mis en place population, quelque chose avec ça. ne serait-ce qu'il fixe à sa population autre chose que toujours plus de PIB, où parfois on a quand même franchement du mal à voir où ça va tout ça. Bon, aujourd'hui, le PIB par habitant de la France est de 43 000 dollars par habitant. On a assez d'études internationales pour suggérer que au-delà de 15 000, il y a plus de rapport entre le PIB et on va dire la prospérité, le bonheur, le bien-être, enfin quel que soit l'indicateur. Bon, bref que ça devient le signal est plus brouillé. Donc là, je sais pas, c'est quoi le but? Enfin, à quoi bon que la France un jour soit 200 000 dollars par habitant, 1,5 million de dollars si on fait plus 2% par an jusqu'en 2200, c'est ce que ça donne en gros comme société française en 2200, 1,5 million de dollars par habitant. Bon. Et alors, enfin, que le français moyen, un niveau de richesse moyen équivalent, je sais pas, au 0,5% du haut d'aujourd'hui. Bon, bref, est-ce que c'est soutenable et dans quel but, pour quel sens Mais non, il y a tellement de questions sur lesquelles j'aimerais te faire réagir, je sais même pas par où commencer. Non, mais si, tu as évoqué la sphère médiatique, qui est, je pense, un moyen de s'engager politiquement, et c'est d'ailleurs celui que tu as choisi notamment. Quel regard tu portes quand même sur l'évolution des médias depuis quelques années? Moi, je sais pas, j'ai tendance à voir plutôt des évolutions, certes trop lentes, mais positives. Bon, par exemple, un journal comme Les Échos qui hum, commence à dire, bon, bah oui, il faut bien qu'il y ait des limites à la croissance matérielle, énergétique, il faut bien que ça s'arrête un jour. Enfin, la musique de fond est de plus en plus forte. Ou, je sais pas, la météo de France 2, qui est maintenant le journal de la météo et du climat, et qui fait chaque soir maintenant intervenir un ou une climatologue de renom ou un ou une hydrologue de renom. Voilà, enfin, j'en aurais plein d'autres des exemples, mais et toi, tu es plus dans cette sphère que moi, et ça me paraît assez clé pour porter le combat, enfin, vous porter la transformation politique que les médias aussi bifurquent à leur tour. Il y a eu la charte de France Info là aussi à la rentrée pour prendre, enfin je sais pas, inscrit dans leur charte le fait de vraiment mettre le climat et l'écologie au cœur de leur, enfin voilà, former les journalistes à l'état de l'art scientifique sur le sujet. Bon, je sais pas, moi c'est des choses qui n'existaient pas. Alors il y a 20 ans c'est sûr, mais ne serait-ce même il y a 3 4 ans.
Oui, Cyrus, alors là aussi, c'est un long chapitre à développer, mais on va essayer de faire court. D'abord, on est en 2023 là. Donc, pardon, mais ça me scotche qu'on soit là à se dire, ah, c'est super, enfin, la météo va parler climat. Bon, Certes. mais c'est très bien. Je me souviens de Jean-Marc Jancovici dans les débuts des années 2000, qui, avec son copain Jean-Luc Caffier, qui était journaliste à LCI, avait monté les rencontres de Combloux pour inviter, donc Combloux qui est au pied du Mont Blanc, une petite commune plutôt écolo, plutôt volontaire. La piscine municipale était une des premières piscines à être en phytoépuration. Mais alors, Combloux, au-delà de ça, c'était là un raout pour les patrons de TF1, les patrons de France Télévisions, etc., des différents journaux. Très peu de gens y sont allés. Enfin, ceux qui y allaient pouvaient inviter leurs femmes à venir skier l'après-midi, donc ils y étaient. Mais indépendamment de ça, il y avait quand même très, très peu de patrons de journaux. Et c'était déjà un truc au cœur de l'angoisse et de l'ambition de Jean Covici, c'était adresser le pilier médiatique quand même, parce que c'est par les médias que l'information passe. Et on a tous cru que si les gens savaient, alors du coup, ça changerait. Bon, on a un peu tous tombé de nos chaises, les gens savent, mais ça change pas forcément grand-chose. Donc, c'est quand même bien que je me rappelle aussi au début des années 2006, 2007, 2008, la télé voulait pas de documentaires écolo parce qu'il racontait que c'était anxiogène. Or, c'est vrai que les sujets, les enquêtes sur les fausses factures, machin, c'est pas du tout anxiogène. Sur la politique ratée, c'est pas anxiogène. Sur les infanticides, les incestes et hashtag MeToo, c'est pas anxiogène tout ça, évidemment. Donc, c'est à l'écologie, on a toujours demandé d'avoir des solutions. Quand tu fais un film sur un inceste, la question, elle n'est pas là. La question, c'est la douleur, les victimes, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter, etc. Sur l'environnement, non, on a toujours voulu quelque chose, en tout cas dans les rédactions des chaînes, des journaux, etc. C'était, vous nous foutez le bourdon, est-ce que vous pouvez arriver avec des solutions, s'il vous plaît? Alors, malheureusement, c'est le domaine où il y a encore moins de solutions que ce qu'on croit, à part une ou deux. Encore une fois, on l'a dit, renoncement, rationnement, on serre la ceinture, on réduit moins, mais avec mieux. Donc, on connaît les solutions, elles sont pas abondantes, quoi. Après, en 2008, faut rendre hommage à Arte qui a osé lancer une émission quotidienne qui s'appelait Global Mag à 19h sur Arte, à laquelle j'ai participé pendant 1 ou 2 ans. Et à l'époque, je travaillais déjà sur ce qu'on appelait la détox de l'information, enfin tout ce qui était info, intox. Et donc, après, cette émission est partie et je crois que tout ça est lié quand même. Enfin, quand vous regardez Hanouna, il y a je sais pas combien de millions de personnes qui regardent Hanouna. Global Mag, il n'y avait pas des millions de personnes qui regardaient Global Mag. Donc, il y a quelque chose pour l'annonceur de très important, c'est combien de personnes regardent ce sujet. Et ça veut dire que c'est plébiscité si c'est regardé beaucoup et que ça ne l'est pas si c'est pas regardé beaucoup. Moi, ce que je trouve génial, c'est la cohabitation de la dissonance dans l'information. Tu peux avoir une chaîne avec du divertissement, de la pub à outrance, donc des choses totalement contradictoires. Et puis après, une émission ou un documentaire sur ah là là, la fin du monde arrive, il faut qu'on fasse tous Hmm. attention et qu'on se serre la ceinture et tout ça. Et tu as cette cohabitation permanente de l'oxymore, de la dissonance cognitive qui font que je ne pense pas que l'information puisse encore être voilà, elle n'est pas suffisante. C'est pas tant le plus d'informations qu'il faudrait que la fin de la dissonance cognitive. Voilà, tu peux pas avoir la météo avec un climatologue qui dit c'est la merde ou un hydrologue qui dit on n'aura pas d'eau cet été et juste après la pub qui te dit acheter des SUV, Ah oui. bouffer de l'eau en bouteille et des compotes en plastique. Voilà, Ah ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est pas plus d'infos, c'est moins de dissonance. Les injonctions à la sobriété, là, en 2022, bon là, ça s'est un peu calmé, comme si tout était rentré dans l'ordre. Et en même temps, pour, comme dirait l'autre, les pubs de vols low cost dans le métro, etc. Enfin, ouais, effectivement, ça prête à confusion. Euh, Peut-être dernière question, si tu as encore quelques minutes, mais je pense une bonne question de conclusion, bien que large, pour donner aussi un peu envie euh, d'aller plus loin en lisant ton livre. Au final, dans tout ça, comment rester écolo sans finir dépressif? Ah, alors je dirais que l'acceptation.
Hmm. est une clé du bien vivre avec tout ce bordel, toutes ces informations. Déjà sortir de la sensation de, comment dire, d'action qui résoudrait les problèmes. C'est-à-dire, on peut pas prendre, on est dans une impuissance, ça c'est sûr. Mais dans cette impuissance, il y a notre puissance d'individu à agir sur la sphère familiale, personnelle, amicale, territoriale, politique. Autour de nous, on peut agir, on peut faire ce qu'on peut faire. Point final. On est tous les maillons d'une chaîne agissante. Cyril Dion touche des centaines de millions de personnes, de milliers, pardon, de personnes quand il va dans une émission. C'est très bien. Camille Etienne fait pareil. Nicolas Hulot, en son temps, représentait l'alpha et l'oméga de l'écolo qui arrive en puissance d'agir. Bon, il y a tous Hmm. ces gens-là, et puis il y a les gens qui individuellement agissent là où ils peuvent, comme ils peuvent, avec l'humilité de ce qu'on peut faire là où on est. Ça, déjà, c'est déjà énorme, se contenter de ça. Moi, je dirais que pour pas rester dépressif, pour pas, oui, rester dépressif, il faut vraiment rester en contact avec la nature, Hmm. avec les saisons, avec, nous entrons dans le printemps, il y a il y a des osmies, enfin des pollinisateurs dans les arbres, les fleurs sont en train les arbres fruitiers sont en train de nous dire que voilà, ils vont fructifier bientôt, que bon bah voilà, se mettre à l'observation, au silence. Je trouve que le silence est un onguent extraordinaire pour la peine qu'on peut avoir, à ne pas ajouter au bruissement du monde, agir dans l'humilité et avec la conviction que il se passera ce qui se passera quand même aussi, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et à la fin, on va tous mourir. Bon, bah, Quoi qu'il arrive, du ouais. coup, relativisons et profitons des instants présents qui nous sont offerts de donner et qui nous sont offerts de vivre en bonne santé avec des gens qu'on aime. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gueuleton avec des copains et du vin nature pour avoir la patate, quoi. Et voilà. Alors, tout ça est dans un contexte d'effondrement à la fin. Il n'y a rien de mieux qu'une action concertée, mesurée, mais plaisante, faite dans la joie, voilà, que de se mettre la rate au courbouillon en se disant ah, mais j'arriverai jamais à inverser la courbe des émissions de CO2 à moi tout seul. Voilà, il n'y a rien de mieux que l'acceptation. Et je voudrais aussi à ceux qui se sentent collapsologues et fondristes, qu'ils n'aient pas peur de l'être. Je trouve que c'est un signe de très bonne santé mentale que de savoir et d'avoir intégré quelque part que quelque chose de ce qu'on sait va s'effondrer, que quelque chose des coûts et services rendus par la société à bas coût, des services pardon rendus à bas coût à la société va s'éteindre la figure. Ça a déjà démarré. Il y a des effets, des signaux faibles un peu partout. Les rivets de la carlingue humaine sont en train de sauter les uns après les autres. Et ceux qui nous rassurent en nous disant que tout va bien se passer, il suffit d'agir, moi, enfin, me semble particulièrement dangereux. Parce que ce qui est dangereux, c'est de nous endormir encore avec des récits et des bonnes nouvelles. Il faut qu'on agisse dans le cadre qui nous est donné, c'est-à-dire un cadre très tendu avec un tout petit passage voilà. Et c'est avec ce contexte-là que j'ai envie d'agir. Ouais, non, mais je vraiment pas grand-chose à rajouter à ça, si ce n'est effectivement un peu sur ton dernier propos sur l'endormissement. Bon, bah, je aux fausses bonnes idées, voire clairement mauvaises idées technosolutionnistes, donc la capture du carbone dans l'air, la géo-ingénierie solaire, bon, qui se focalise sur aussi un seul problème qui est le réchauffement, alors qu'il y en a tant d'autres. Donc bon, c'est le genre de comment dire, d'approche qui ne nous mène à pas grand-chose de bon, mais j'en rajoute pas plus. Mais écoute, merci infiniment, Laure, d'avoir exposé tout ça. On aurait pu aborder bien d'autres sujets. On aura peut-être de nouveau l'occasion plus tard de le faire. Bravo à nouveau pour ton travail et à bientôt. Merci beaucoup, Cyrus, et à bientôt.